Je suis Nicolas Ruche, je suis agriculteur à Val-de-Luissagne, sur une exploitation d'élevage laitier en agriculture biologique. Christophe Dys, je suis éleveur laitier en agriculture biologique sur la commune de Landersheim dans le département du Bas-Rhin. Donc notre CUMA est principalement orientée sur l'élevage et elle regroupe 18 adhérents pour à peu près une trentaine de matériels, avec à peu près tous les matériels qui peuvent être présents sur une exploitation. Adossé à la CUMA, il y a aussi une partie GI2E. Avec deux objectifs, un objectif un peu historique sur tout ce qui est travail du sol, limitation du travail du sol, et un deuxième objectif, c'est sur la partie réchauffement climatique, donc adapter nos systèmes de culture et d'élevage au réchauffement climatique. Alors d'abord, il a fallu qu'on soit tous d'accord sur l'importance de l'enjeu. Parce qu'on a ressenti effectivement que les dernières années étaient un peu plus compliquées, tant sur le plan des rendements que sur le plan de la conduite des cultures. Le premier objectif et la première action, ça a été de définir ce que c'était pour nous le changement climatique, de ce que c'était aussi du point de vue des experts, et d'essayer de se projeter un peu au niveau des conséquences. Donc, ce qu'on a compris au travers d'une formation, en fait, une formation qui a été animée par un formateur qui nous a proposé la fresque du climat comme outil pour comprendre les enjeux, c'est qu'on est forcément face à un défi important en lien avec la consommation d'énergie fossile, qui est émettrice de CO2 dans l'atmosphère, qui provoque les effets de serre. Les gaz à effet de serre provoquent l'effet de serre, et pour nous, ça va avoir des répercussions très importantes. À commencer par le changement du cycle de l'eau, le petit cycle de l'eau et le grand cycle de l'eau. Donc on va aller vers des situations où on aura des périodes beaucoup plus sèches, sur de plus longues périodes, des sécheresses éclairs, avec beaucoup de vent, des retours de précipitations qui vont être aussi beaucoup plus violents. Et du coup, ça met à l'épreuve nos exploitations. La deuxième conséquence sur le plan des effets, ça va être sur le stress thermique. Donc les températures vont être beaucoup plus élevées, et des cultures phares non irriguées chez nous, comme le maïs en silage, va connaître de grosses difficultés de conduite pour assurer les rendements, pour assurer les fourrages auprès des animaux. Et le troisième objectif, c'est de se dire, c'est de la continuité de ces constats, c'est de se dire comment est-ce qu'on va s'adapter. Et donc ça nous a amené à faire un état des lieux précis de la situation des systèmes fourragers en fait de nos exploitations. Donc on a analysé comment chaque exploitation nourrissait ses animaux, et essayé de repérer dans le groupe d'une vingtaine d'adhérents comment certains cherchent en fait à produire autrement des fourrages d'une façon plus, on va dire, en adéquation avec la pluviométrie. Ça suppose donc des approches très différentes des cultures de printemps. Ça suppose les prairies, l'installation de prairies dans les assolements, ou les métailles. Cette façon de conduire le projet nous a ensuite amené à se dire qu'est-ce qu'on peut améliorer sur cette façon de produire des fourrages. Alors ça commence par exemple un travail sur la composition des espèces, des mélanges de prairies, parce qu'on n'était pas trop satisfait des mélanges qu'on peut trouver dans le commerce. Donc ça, c'est une thématique qui concerne surtout les éleveurs bio, parce qu'il y a des éleveurs bio et non bio dans le groupe. Et ça va être aussi au niveau de l'agriculture de conservation des sols, utiliser à fond les techniques de rotation, l'installation de métailles dans des prairies par exemple, et la façon aussi de les installer le plus rapidement possible en perturbant le moins possible le sol. Ensuite, la question du sol reste au cœur des objectifs. Donc comment est-ce qu'on fait pour généraliser l'approche de l'agriculture de conservation, parce que c'est un enjeu en lien avec la matière organique, puisque la matière organique est, on va dire, le cœur de la fertilité, mais aussi de la ressource en eau dans nos sols.
Et par rapport à ça, voilà, on a investi dans du matériel spécifique, de travail du sol superficiel, mais aussi d'implantation de cultures rapides, donc du smart, de semi-direct. Tous les derniers objectifs autour de cette démarche concernent simplement le fait d'échanger entre nous. C'est quelque chose de très très important. Se rencontrer, discuter des problématiques qu'on a dans nos élevages ou sur nos terrains ou sur les itinéraires qu'on essaye de mettre en place, les nouvelles espèces qu'on essaye d'implanter, le choix des légumineuses aussi, la luzerne revient en force, le trèfle violet. On sait aussi que tout le monde ne pourra pas forcément de suite aller vers d'autres stratégies fourragères, pour la bonne et simple raison que l'historique des fermes fait que l'évolution ne se fait pas du jour au lendemain. Mais le fait qu'on ait voilà, des agriculteurs dans le groupe qui tirent un peu la dynamique, ça permet effectivement de donner des idées aux collègues et essayer d'évoluer pas forcément tous dans le même sens, mais dans des sens adaptés à nos fermes. Donc on réalise aussi des formations. Alors l'idée c'est de connaître de nouvelles techniques pour aider nos plantes à passer les périodes de stress thermique. Donc on a évoqué le cas des têtes de compost oxygénées, des micro-organismes efficaces. Il y a un autre volet en lien avec la question des énergies et l'atténuation au changement climatique. Donc on avait un projet de construction d'un bâtiment de stockage du matériel et on s'est dit voilà, le photovoltaïque, ça peut être une piste intéressante pour financer notre bâtiment. Et voilà, donc on a un projet pilote qu'on est en train de mener, on a signé un contrat et on prévoit d'arriver à financer en fait l'intégralité du projet avec l'activité. Et enfin, c'est essayer d'avoir une communication un peu extérieure par rapport à notre démarche. Donc on utilise les outils de communication des réseaux sociaux, la vidéo. Et le plus important pour nous, c'est de faire en sorte que les adhérents en fait s'y retrouvent et qu'on puisse continuer à tester des pistes d'action, de nouveaux itinéraires techniques, de nouveaux matériels aussi. Et on est tous investis dans ce sens. Alors tous les adhérents de la CUMA sont d'office partie prenante au GI2E. Est-ce que tout le monde souhaite y participer? C'est une autre question. Mais l'idée, c'est de les amener à y participer. Donc, le GI2E est ouvert aux adhérents au sein de la CUMA. Forcément, dans tous les groupes, il y a des moteurs, d'autres qui observent ce que tu fais ou les discussions qui sont menées. Mais sur les 18 adhérents, aujourd'hui par exemple, on fait un travail aussi sur l'analyse de la matière organique des sols. On analyse aussi la façon dont on stocke du carbone avec la réalisation de bilans humiques. Sur les 18 adhérents, on a 10 fermes qui participent de façon assidue, on va dire. Pour moi personnellement, le GI2E, ce qui m'a apporté, c'est déjà une confirmation que c'est en groupe qu'on fait avancer plus rapidement ses réflexions personnelles. Et c'est en faisant avancer ses réflexions personnelles qu'on fait avancer celles des autres. Et ça, on le voit dans le noyau d'agriculteurs qui est un peu moteur sur le projet GI2E. Ce que ça nous a aussi apporté, c'est que ça a donné un peu de dynamisme, on va dire, à la politique de la CUMA, en se disant que voilà, c'est dans notre ADN de vouloir innover, de vouloir aller dans une certaine direction. La mutualisation, c'est la base, et ça nous permet d'aller plus vite, en fait, que ce qu'on pourrait penser. On dit souvent seul on va plus vite, ensemble on va plus loin, donc c'est plutôt ça, oui, j'ai le sentiment que le GI2E nous aide à aller plus loin lorsque on discute des grands enjeux. Élargir sur des grands enjeux, c'est souvent ce qui manque dans les réflexions quand on est seul sur sa ferme. C'est très compliqué de se donner des perspectives ou des directions. Et le fait qu'on soit plusieurs à essayer de définir des enjeux et des actions, c'est même si on n'est pas sur des expérimentations, la production de résultats immédiats, perceptibles, on est quand même sur une démarche globale qui en fait nous questionne tous les jours. Dès qu'on va essayer de mettre en place un essai, parce que c'est grosso modo ce qu'on fait, chacun sur sa ferme, après discussion,
sur le cas des légumineuses par exemple, en couvert permanent, ben, on se dit, ben, tiens, pourquoi est-ce que toi tu n'essaierais pas le trèfle violet? Moi je vais plutôt parier sur la luzerne. On fait les essais, on les partage. On se les partage soit en tour de plaine, soit avec la vidéo, les photos, les messages, parce qu'on est tous sur nos fermes, on a tous beaucoup de travail. Et je trouve que, ouais, moi ça me stimule énormément. Je pense que on est quelques-uns aussi à trouver ça stimulant. Et si ça oriente la politique d'investissement de la CUMA, c'est encore plus positif.